Défoncez la porte, c'est l'appartement de notre fille. Ma mère a débarqué à l'aube avec mon père et ma sœur pour entrer chez moi, là où je les ai mis dehors hier après l'humiliation devant toute la famille. Quand mon père a sorti un pied de biche, j'ai soudainement ouvert. Ce qu'ils ont vu dans mes mains les a fait hurler de terreur. J'ai 32 ans, je m'appelle Léonie, et j'étais enfin libre. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce matin. Il est 6h15. L'aube peine à filtrer à travers la pollution lumineuse de Lyon. Le son qui m'a réveillé n'était pas mon réveil, mais des coups. Des coups violents, sourds, qui faisaient vibrer le verre dépoli de ma porte d'appartement. Et puis, la voix. Cette voix que je connais par cœur, capable de se faire mielleuse ou tranchante comme un rasoir. La voix de ma mère, Odette. Mais là, elle était stridente, hystérique, fendant le silence de l'immeuble de la Croix-Rousse. Armand, défonce cette porte. Je te dis de défoncer cette porte. C'est l'appartement de notre fille. Mon père, Armand, et ma sœur aînée, Béatrice, sont avec elle. Je n'ai pas besoin de regarder par le Judas, je les sens. Leur énergie collective, cette masse de colère et de jugement, pèse sur ma porte. Je suis debout, juste derrière le bois, en pyjama, mon vieux t-shirt usé. Mon cœur bat si fort que je le sens dans ma gorge, un oiseau pris au piège. Je tremble encore. Pas seulement de peur, mais de la rage et de l'humiliation qu'ils m'ont fait subir hier, devant toute la famille réunie. Ils ne savent pas que je suis là, à quelques centimètres, écoutant chaque mot. Ils ne savent pas que je ne suis plus la même Léonie qu'hier. Ils ne savent pas que je suis préparée. Et ils ne savent surtout pas ce que je tiens fermement dans mes mains. Quand j'entendrai le son métallique, le son du sac de sport de mon père qu'on ouvre, le son du métal contre le bois de ma porte, je saurai que c'est le moment. J'ouvrirai soudainement la porte, et ce qu'ils verront, ce qu'ils comprendront à cet instant précis, les fera hurler de terreur. Avant que je vous raconte la suite de cette matinée infernale, avant de vous expliquer comment nous en sommes arrivés là à ma propre famille tentant de forcer ma serrure à 6h du matin, j'aimerais prendre une seconde pour me connecter avec vous. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région de France, ou peut-être de quel pays francophone vous regardez cette vidéo. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est fou de penser que mon histoire, si intime et si douloureuse, peut être entendue si loin de mon petit Canut lyonnais. Et si ce que je m'apprête à vous raconter résonne en vous, si vous avez déjà ressenti cette pression, cette suffocation de la part de vos proches, s'il vous plaît, montrez-moi votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à ma chaîne pour plus d'histoires sur la façon de se libérer des dynamiques familiales toxiques et du contrôle parental abusif, même quand on a plus de 30 ans. Pour comprendre pourquoi mon père, ma mère et ma propre sœur étaient sur mon paillasson, prêts à commettre une effraction, vous devez savoir qui ils sont. Vous devez comprendre la prison dorée dans laquelle j'ai grandi. J'ai été élevée à caluire et cuire. Si vous êtes de Lyon, vous savez ce que ça veut dire. C'est la banlieue chic, bourgeoise, là où tout est ordre et apparence. Notre maison était une de ces magnifiques villas, avec un jardin parfaitement entretenu par un paysagiste, une façade impeccable et des voitures allemandes dans l'allée. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. L'image même de la réussite sociale. Mais derrière la porte d'entrée en chêne massif, l'ambiance était différente. L'air y était lourd. L'air sentait la cire d'antiquaire et le contrôle. Et puis, il y a ma sœur. Ma sœur aînée, Béatrice. 35 ans. La fille en or. Béatrice est tout ce que je ne suis pas. C'est l'héritière parfaite. Elle a fait la grande école de commerce que mon père avait choisie pour elle. Elle a épousé un directeur de banque avant ses 30 ans. Elle a produit 2 petits-enfants parfaits, un garçon et une fille, toujours impeccablement habillés. Et bien sûr, elle siège désormais au conseil d'administration de l'entreprise de BTP de mon père. Elle est le miroir parfait de ma mère, polie, souriante en public, et d'une froideur calculatrice en privé. Son arme contre moi n'a jamais été la confrontation directe. C'était la pitié. Toute ma vie, je l'ai entendue. Ce petit soupir, ce regard condescendant qu'elle me lançait par-dessus son verre de vin lors des dîners du dimanche. Oh, la pauvre Léonie, elle essaie encore de se trouver. C'est mignon. Ou bien, mais maman, laisse-la.
Elle est tellement sensible. Elle vit dans son monde d'artiste. Cette pitié était une insulte permanente. C'était une façon de me rabaisser, de me traiter comme une enfant attardée, une rêveuse irréaliste, pendant qu'elle réussissait. Notre dynamique s'est figée très tôt. Je me souviens de mon 16e anniversaire. J'avais passé des mois à supplier pour avoir un vrai chevalet et un jeu complet de peinture à l'huile. Béatrice, qui avait 3 ans de plus, voulait une voiture pour ses 19 ans. Le jour J, dans le grand salon, il y avait les clés d'une Mini Cooper neuve pour elle. Et pour moi, le chevalet. J'étais aux anges. J'ai sauté au cou de mon père. Il m'a à peine regardé. Il a dit, d'un ton sec, à l'assemblée, « Bon, amuse-toi bien avec ton hobby. Pendant ce temps, on va parler de la prépa HEC de ta sœur. » Mon hobby. Voilà comment mon rêve a toujours été défini. Mon père, Armand, s'est fait tout seul. Il a monté son empire à la sueur de son front, et pour cela, je le respecte. Mais cet empire, il le gère comme il gère sa famille, avec une main de fer. Son autorité est absolue. Dans son monde, il n'y a pas de discussion, il n'y a que des ordres. Remettre en question sa décision, c'est le trahir. Il sait ce qui est bon pour nous. Point final. Ma mère, Odette, est son lieutenant. Mais son arme à elle est plus insidieuse. Ma mère est la reine de la culpabilité. Elle n'élève jamais la voix. Elle n'en a pas besoin. Elle utilise les larmes, les soupirs, et les migraines diplomatiques. Je dis ça pour ton bien, Léonie, me disait-elle après avoir méthodiquement détruit la moindre de mes idées. Tu nous fais tellement de peine quand tu t'obstines comme ça. Regarde, tu as encore fait pleurer ta mère. Ils ont tout contrôlé. Mes études? L'art était un hobby, alors ce fut une école de commerce. J'ai obéi. Mes vêtements? Quand j'ai commencé à m'habiller un peu artiste au lycée, ma mère a vidé ma penderie pendant que j'étais à l'école. Personne ne te prendra au sérieux habillé comme ça, m'a-t-elle dit en me présentant des tailleurs beiges. J'avais 17 ans. Mes relations? Mon premier petit ami sérieux à l'université, un garçon adorable, mais dont les parents étaient professeurs. Mon père l'a interrogé comme un criminel. Après son départ, Béatrice a ricané. Sérieusement, Léonie? Un fils de prof? Tu ne vises pas un peu bas? Ils ont rendu ma vie si misérable que j'ai dû rompre. J'étais leur marionnette. Une marionnette défectueuse, comparée à la poupée parfaite qu'était Béatrice. Et pendant des années, je n'ai même pas su comment couper les ficelles. Ma première tentative a été un désastre absolu. Après avoir obtenu ce diplôme de cette école de commerce qu'il m'avait imposé, j'ai commis mon premier acte de rébellion. J'ai trouvé un travail. Pas dans l'entreprise de mon père, où une place de fille de m'attendait. J'ai trouvé un petit poste dans une agence de publicité, dans le centre de Lyon. Le salaire était modeste, à peine de quoi vivre, mais c'était le mien. Gagné par mois. J'étais fière. Je prenais mon sandwich jambon-beurre à mon bureau le midi, et je me sentais libre. La réaction ne s'est pas fait attendre. Ce fut une campagne coordonnée. Ma mère a commencé. Des appels en larmes. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Léonie. Tu nous tournes le dos. Ton père a le cœur brisé, il ne dort plus. Mon père a pris le relais. Pas de larmes, juste la logique froide et écrasante. Ce poste est une impasse. Tu n'as aucun avenir là-bas. Tu gagnes, quoi? Le SMIC? C'est une honte pour la famille. Je t'offre une position en or dans ma société, un vrai poste, et tu refuses? C'est de l'ingratitude pure et simple. Et enfin, Béatrice, pour porter le coup de grâce. Elle m'a invité à déjeuner dans un restaurant chic. Franchement, Léonie, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu te fatigues pour rien. Regarde-toi, tu as l'air épuisé. Reviens à la maison. Arrête de te ridiculiser. Tu n'es pas faite pour ça. Ils m'ont harcelée. Tous les jours. Au téléphone, au dîner de famille obligatoire du dimanche. Ils ont critiqué mon salaire, mes horaires, mes collègues. J'ai tenu 6 mois. 6 mois plus tard, j'étais à bout. Épuisée,
vidé, vaincu. J'ai démissionné. J'ai accepté le poste d'assistante de direction, en réalité, la secrétaire glorifiée dans l'entreprise de mon père. J'avais 30 ans. Je vivais dans ma chambre d'adolescente. Je travaillais pour mon père, sous les ordres de ma sœur qui était au conseil d'administration. Je n'avais aucune vie sociale, aucune relation amoureuse. J'étais morte à l'intérieur. Chaque tentative d'émancipation était tuée dans l'œuf. Tu veux partir en vacances seule? Mais Léonie, ta mère a ses migraines, elle a besoin de toi. Tu veux déménager? Mais c'est du gaspillage financier. Reste à la maison, économise. Économiser pourquoi? Je ne savais même pas. Je me sentais invisible. Vide. Comme un fantôme dans ma propre vie. C'est là que j'ai fait la deuxième chose la plus courageuse de ma vie. J'ai pris rendez-vous en secret avec une thérapeute, le docteur Ferraud. Je payais les séances en espèces. Je retirais de l'argent chaque semaine, en faisant croire que c'était pour des fournitures de bureau ou des dépenses diverses. J'avais l'impression d'être une criminelle, juste pour avoir le droit de parler à quelqu'un. Le cabinet du docteur Ferraud était petit, simple, à des kilomètres du luxe froid de Caluire. C'était mon sanctuaire. Pendant des mois, j'ai parlé. J'ai pleuré. J'ai déballé 30 ans de colère, de honte, de rêves brisés. C'était la première fois de ma vie que je parlais de mon père avec colère, que je parlais de ma sœur avec jalousie, que je parlais de ma mère avec ressentiment. Et un jour, docteur Ferraud m'a regardé droit dans les yeux, par-dessus ses lunettes, et m'a posé une question simple. Une question qui a tout fait basculer. Léonie, cette vie que vous menez, pour qui la vivez-vous? J'ai été incapable de répondre. Parce que je connaissais la réponse. Je la vivais pour eux. Pour Armand, pour Odette, pour Béatrice. Mais pas pour moi. Cette question a résonné en moi pendant des semaines. Et puis, à 31 ans, j'ai pris ma décision. J'allais partir. Peu importaient les conséquences. Je ne savais juste pas que la première conséquence serait la panique pure. J'ai commencé à chercher en secret. Je ne cherchais pas un appartement bourgeois comme celui de Béatrice dans le 6e arrondissement, à Foch. Je cherchais un endroit pour moi. Un endroit où je pourrais respirer. Et je l'ai trouvé. À la Croix-Rousse. Le quartier des artistes, des bohémiens, comme ma famille les appelait avec mépris. C'était un ancien appartement de Canu, un de ses ateliers de tisseurs de soie. Il n'était pas parfait. Loin de là. Le parquet grinçait à chaque pas, la cuisine était minuscule, la salle de bain datait des années 70. Mais il avait des plafonds de 4 mètres de haut, des poutres apparentes, et surtout, des fenêtres immenses qui donnaient sur les toits et inondaient la pièce de lumière. C'était parfait pour peindre. J'ai utilisé l'argent que j'avais réussi à mettre de côté en cachette, celui de mes rares petits boulots de freelance en design que je faisais la nuit, à leur insu. J'ai signé le bail. J'ai payé la caution. Le dimanche suivant, au dîner de famille obligatoire, j'ai attendu la fin du repas. J'ai attendu que mon père ait fini son monologue sur les derniers contrats de son entreprise. Et je l'ai annoncé. J'ai loué un appartement à la Croix-Rousse. Je déménage samedi prochain. Le silence qui a suivi fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon père a posé sa fourchette. Lentement. C'est financièrement irresponsable. Ma mère a immédiatement fondu en larmes. Mais pourquoi? Tu n'es pas bien ici? On ne s'occupe pas bien de toi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et Béatrice a éclaté d'un rire méprisant. À la Croix-Rousse? Mais Léonie, tu es sérieuse? Ce trop? Tu vas jouer à l'artiste maudite? Tu vas te geler cet hiver dans ce squat, point. Pour la première fois de ma vie, leurs paroles n'ont pas eu d'effet. C'était comme si j'étais protégée par une armure invisible. J'ai signé le bail, ai-je répété. C'est décidé. Voyant qu'ils ne pouvaient pas m'arrêter, ils ont changé de tactique. Ils sont entrés dans la phase d'aide. L'aide, dans ma famille, c'est juste le contrôle sous un autre nom. Mon père a exigé de payer mon loyer. Tu ne t'en sortiras jamais avec ton salaire d'assistante. J'ai refusé.
Ma mère a insisté pour acheter mes meubles. Elle m'a traîné dans des magasins hors de prix, essayant de transformer mon canut en une copie de leur salon à Caluire. J'ai tenu bon, achetant des meubles d'occasion sur le Bon Coin. Le premier soir dans mon appartement, j'ai dormi sur un matelas gonflable. J'ai commandé une pizza, un aliment que ma mère jugeait vulgaire, gras. J'ai mangé assise par terre, entourée de cartons, buvant du vin bon marché directement à la bouteille. J'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. J'avais réussi. Puis, l'euphorie est retombée. La deuxième nuit, j'étais seule. Le silence de l'appartement m'a paru immense. Le parquet grinçait. Le chauffage faisait des bruits étranges. J'ai mangé des nouilles instantanées froides. Et soudain, une vague de panique m'a submergée. Une panique pure, glaciale. Oh mon Dieu, ai-je pensé, les larmes montant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis seule. Je n'ai personne. Ils ont peut-être raison. Je ne suis qu'une enfant. Je suis incapable de m'en sortir seule. J'ai failli prendre mon téléphone pour appeler ma mère. Pour m'excuser. Pour dire que j'avais fait une erreur terrible. Mais je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, le soleil a inondé la pièce à travers les immenses fenêtres. J'ai déballé mon chevalet. Je l'ai installé près de la lumière. Et j'ai su que je ne pouvais plus jamais faire marche arrière. Ma liberté était fragile. Mais elle était réelle. J'aurais dû savoir qu'il ne me laisserait pas la garder si facilement. J'ai commis une erreur fatale. Une erreur qui a invité le monstre à entrer. J'ai accepté de leur donner un double des clés. En cas d'urgence, chérie, avait supplié ma mère, les larmes aux yeux. Si jamais il t'arrive quelque chose. J'ai cédé. La paix a duré 3 jours. 3 jours magnifiques où j'ai commencé à peindre, à respirer. Puis les urgences ont commencé. Ma mère a été la première. Elle passait dans le quartier, pendant que j'étais au travail. Je rentrais, et je savais qu'elle était venue. L'odeur de son parfum, Chanel numéro 5, flottait dans l'air. Mes tasses, que j'aimais laisser sécher sur l'égouttoir, étaient rangées. Mes sous-vêtements, que j'avais laissés sécher sur un étendoir, étaient pliés. Pliés. Dans mon tiroir. Ma mère avait fouillé dans mes affaires les plus intimes. Je l'ai appelée. Maman, je t'interdis de faire ça. Elle a pleuré. Je voulais juste t'aider, Léonie. Tu es tellement désordonnée. C'est sale chez toi. Mon père, lui, était plus direct. Il n'aimait pas l'éclairage. Un soir, je suis rentrée et j'ai trouvé un nouveau lustre horrible, en faux cristal, à la place de ma simple suspension en papier de riz. L'ancien était dangereux, a-t-il décrété par téléphone. Je t'envoie la facture. Il avait fait venir un électricien sans me le dire. Je me sentais envahie. Mon sanctuaire était souillé. Mais le pire était à venir. Un mardi. Je me souviendrai toujours de ce mardi. J'étais rentrée plus tôt du travail, terrassée par une migraine. J'ai ouvert la porte de mon appartement, et j'ai figé. Ils étaient là. Tous les 3. Mon père, ma mère, et Béatrice. Et ils n'étaient pas seuls. Un homme en costume coûteux, que je ne connaissais pas, se tenait au milieu de mon salon, un carnet à la main. Ma sœur et ma mère tenaient des échantillons de tissu. Ils mesuraient mes murs. Surprise, s'est écriée ma mère, rayonnante, comme si elle ne me voyait pas, livide, sur le seuil. Léonie, enfin, a dit Béatrice en s'approchant, avec son sourire condescendant. On est venu te sauver de ce style. C'est tellement étudiant. Regarde, on a fait venir Marc-Antoine, le designer qui a fait la villa de maman à Saint-Tropez. On va enfin te donner un vrai chez toi, pas ce squat. L'homme, Marc-Antoine, m'a jeté un regard mal à l'aise. Je n'arrivais pas à parler. Ils étaient dans mon salon. Avec un étranger. En train de redécorer ma vie sans mon consentement. Sortez, ai-je réussi à articuler. Ma voix était un murmure. Pardon, a dit mon père. Sortez. J'ai crié. Sortez de chez moi. Mon père m'a regardé comme si j'étais folle. Ne sois pas ridicule,
Léonie. On te fait un cadeau. Cet endroit est une honte. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Marc-Antoine va s'en occuper. C'est chez moi. J'ai hurlé, les larmes de rage me montant aux yeux. C'est mon espace. Vous n'avez pas le droit. Ce soir-là, après leur départ houleux, tu es ingrate, tu nous fais honte, je me suis assise dans le noir, me sentant sale. Violée. J'ai pleuré pendant des heures. Le lendemain, j'ai croisé ma voisine, Margot, dans l'escalier. Elle avait une quarantaine d'années, un regard doux mais perçant. Elle était travailleuse sociale. Vous n'avez pas l'air bien, Léonie. J'ai entendu crier hier. J'ai craqué. Je lui ai tout raconté. L'invasion. Le designer. Ma sœur. Elle a écouté attentivement. Puis elle m'a dit quelque chose que mon thérapeute m'avait dit, mais que je n'avais jamais vraiment compris. Léonie, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la possession. Un double des clés, ce n'est pas une carte blanche. Ils ne respectent pas vos limites parce que, pour eux, vous n'existez pas en tant qu'individu. Ces mots ont été un électrochoc. Le jour même, j'ai appelé un serrurier. Ce soir-là, en tournant la nouvelle clé dans la nouvelle serrure, j'ai ressenti un immense soulagement. Mais aussi une boule d'angoisse. Je pensais que c'était la fin du problème. En réalité, j'avais juste déclaré la guerre. Et je n'avais aucune idée de la cruauté dont ma famille était capable. Ma mère a été la première à le découvrir. Elle a décidé de passer, quelques jours plus tard, sans prévenir, évidemment. Je l'ai entendu de l'intérieur. Le son de la clé qui gratte, qui n'entre pas. Puis le silence. Puis le son de la clé qui essaie encore. Et encore. Puis elle a frappé. Fort. Je n'ai pas ouvert. J'ai regardé par le Judas. J'ai vu son visage passer de la confusion à l'indignation. Elle a sorti son téléphone, furieuse. 5 minutes plus tard, mon propre téléphone sonnait. C'était elle. Je n'ai pas répondu. Puis ce fut mon père. Je n'ai pas répondu. Puis ce fut Béatrice. Je n'ai pas répondu. La guerre froide a commencé. Plus d'appels. Plus de visites. Juste un silence glacial, lourd de menaces. J'ai ressenti un frisson de victoire. J'avais gagné une bataille. Mais l'attaque suivante fut bien plus vicieuse. Et je n'ai rien vu venir. Environ 2 semaines plus tard, j'étais à la caisse de mon supermarché Monoprix. J'avais fait mes courses pour la semaine. J'ai inséré ma carte bancaire. Paiement refusé. J'ai senti le rouge me monter aux joues. La caissière me regardait avec impatience. Essayez encore, s'il vous plaît. Il doit y avoir une erreur. Elle a soupiré. Refusé, madame. Solde insuffisant. Solde insuffisant? C'était impossible. J'avais vérifié mon compte le matin même. J'avais assez pour tenir le mois. J'ai dû laisser mon caddie plein. Je suis sortie du magasin, tremblante de honte, sous le regard des autres clients. J'ai couru chez moi, la panique montant. Je me suis connectée à mon application bancaire. Mon compte courant était vide. Mais le pire, mon compte épargne. Mon livret A. Le compte sur lequel j'avais économisé centime par centime pendant des années, l'argent de mes petits boulots, l'argent que ma grand-mère m'avait laissé en secret. Il était vide. Il y avait une seule ligne de transaction. Un virement sortant, daté du jour même. Montant, 10 000 €. Bénéficiaire, Armand, nom de famille. Libellé, remboursement des frais d'investissement. J'ai cru que j'allais vomir. Il avait tout pris. Tout. J'ai compris instantanément. Ce compte avait été ouvert quand j'avais 18 ans. Mon père s'était mis en procuration dessus, au cas où il t'arriverait quelque chose. Une procuration que j'avais bêtement, stupidement, oublié d'annuler. Je me suis effondrée sur le sol de ma cuisine. Ce n'était pas la panique, cette fois. C'était la honte. Une honte si profonde qu'elle me brûlait la gorge. J'avais 32 ans. Mon père venait de me voler toutes mes économies. Il venait de me punir en me prenant mon argent,
comme on confisque l'argent de poche d'un enfant de 10 ans qui a désobéi. Je ne pouvais payer ni mon loyer, ni mon électricité. J'étais piégée. Ils avaient gagné. J'étais à genoux, dans mon appartement vide, sans 1 euro. J'étais piégée, humiliée. Je me sentais complètement détruite. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous appelé votre père en hurlant? Auriez-vous été voir la police pour ce qui était, techniquement, un vol? Dites-le moi dans les commentaires, parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement paralysée par la honte et le choc que je ne pouvais plus penser. Je n'ai appelé personne. Je n'ai même pas osé le dire à Margot, ma voisine. J'avais trop honte. J'étais stupide, naïve, et ils avaient gagné. J'ai fait la seule chose que je savais faire. J'ai menti. J'ai appelé mon propriétaire, j'ai inventé une histoire de problème de virement de mon entreprise. J'ai demandé un délai. Et j'ai commencé à chercher désespérément du travail en freelance, du design web, n'importe quoi, juste pour survivre. J'ai passé les 2 semaines suivantes à travailler 18 heures par jour, dormant à peine, alimenté par la caféine et la peur. Je pensais avoir touché le fond. Et c'est là que l'invitation pour les 60 ans de ma tante Sabine est arrivée. Je savais que c'était un piège. Une mise en scène. Mais je ne pouvais pas ne pas y aller. Cela aurait été admettre ma défaite. Je suis arrivée à la fête de ma tante Sabine, à Écully, comme une condamnée à l'échafaud. J'étais épuisée. J'avais des cernes si profonds que j'avais dû utiliser 3 couches d'anti-cernes. J'avais perdu du poids à cause du stress et du manque de nourriture. Mais j'ai mis ma plus belle robe, j'ai relevé la tête, et j'ai arboré le sourire forcé que j'avais perfectionné pendant 30 ans. La fête se tenait dans leur grande maison avec piscine. Toute la famille était là. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. Au début, tout semblait normal. Des sourires polis, des questions superficielles. Ma mère, Odette, et ma sœur, Béatrice, m'ignoraient royalement, ce qui me convenait parfaitement. Mon père, lui, m'a salué avec un petit sourire satisfait. Ce sourire qui disait, « Alors, c'est comment, l'indépendance, sans mon argent ?» Il savait. Il savait qu'il m'avait tue. Il savourait sa victoire. Et puis, au milieu du déjeuner, il s'est levé. Il a tapoté sur son verre avec sa fourchette. Le silence s'est fait instantanément. Juste un petit mot, a-t-il commencé, avec son air de PDG qui s'adresse à ses employés. Comme vous le savez, notre cher Léonie a récemment pris son indépendance, point. Il a fait des guillemets avec ses doigts, et quelques personnes ont ricané. Mon sang s'est glacé. Je savais que ça venait. Elle a trouvé un petit logement à la Croix-Rousse. Très bohème, point. Nouveau ricanement. Et pour fêter ça, pour l'aider un peu dans sa nouvelle vie, Odette et moi avons décidé de lui offrir une petite surprise. Nous allons entièrement rénover son appartement. Un tonnerre d'applaudissements polis a éclaté. Ma mère a sorti son téléphone. Oh oui, c'est nécessaire. Vous devriez voir l'état. Et elle a commencé à faire circuler son téléphone, montrant des photos de MON appartement. Des photos qu'ils avaient prises en cachette lors de leur visite. Des photos de mes affaires, de mon lit défait, de mes toiles à moitié finies. J'étais exposée. Violée. Humiliée. Devant 30 personnes. Béatrice a ajouté sa touche. Le goût de Léonie a toujours été unique, dit-elle avec un rire léger, comme si elle partageait une blague privée. Vous vous souvenez quand elle voulait être artiste? C'est tellement enfantin. On va enfin lui donner un vrai chez-soi, pas ce squat d'artiste. Toute la table a ri. Je tremblais. Mais ce n'était plus de la peur. C'était de la rage. La honte de ces dernières semaines, la fatigue, la colère, tout a explosé. Je n'ai jamais donné mon accord, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a porté. La table s'est tue. Mon père m'a regardé, agacé par l'interruption. C'est une surprise, Léonie. Un cadeau. On ne demande pas la permission pour un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose que la personne désire, ai-je répondu, ma voix montant d'un cran. Je ne veux pas que des étrangers touchent à mes affaires. Je ne veux pas de votre rénovation.
Cet endroit est un taudis, a lancé mon père, perdant patience. Il ressemble à une chambre d'étudiant. C'est une honte pour cette famille. C'est là que j'ai trouvé la force. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. C'est peut-être un taudis, ai-je dit, ma voix claire et forte. Mais il me ressemble. Et c'est chez moi. Je me suis levée. Et c'est pour cette raison que j'ai changé les serrures. Vous n'entrerez plus jamais chez moi sans ma permission. On aurait pu entendre une mouche voler. Ma mère était livide. Béatrice me regardait avec une haine pure, son masque de « pitié » avait disparu. Ma mère s'est levée. Sa voix était un sifflement. Nous réglerons ça chez toi. Plus tard. Non, ai-je dit, en prenant mon sac. C'est terminé. Si vous voulez me parler, vous m'appellerez. Et vous demanderez la permission. Je suis partie sous les regards choqués de toute ma famille. Dans la voiture, mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à mettre la clé dans le contact. Je savais qu'il viendrait. Je savais que j'avais déclenché l'apocalypse. Je ne savais juste pas à quel point ce serait rapide. Je suis à peine rentrée chez moi, à la Croix-Rousse, que l'interphone a sonné. Le trajet depuis Écully est rapide. Il m'avait suivi. J'ai regardé par la fenêtre. Eux. Tous les trois. Armand, Odette, Béatrice. Ils étaient sortis de leur voiture et se tenaient sur le trottoir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte de l'immeuble, mais pas celle de mon appartement. Je les ai attendus sur mon paillasson, au 3e étage, barrant physiquement le passage. Mon père est monté 4 à 4, sa fureur le précédant. Ne sois pas ridicule, Léonie. Laisse-nous entrer, a-t-il ordonné, essayant de me pousser. J'ai tenu bon. Je me suis agrippée au cadre de la porte. Non. Je vous ai dit de m'appeler. Ce n'est pas le bon moment. C'est Béatrice qui a pris la parole. Elle était essoufflée, son visage habituellement parfait était déformé par la colère. Arrête ton cinéma, Léonie. Sérieusement. Tu fais honte à maman en public. Les entrepreneurs sont en bas. Ils sont dans leur camionnette. B a payé des milliers d'euros pour qu'ils commencent dès aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à vivre dans ce trou alors que papa et maman veulent juste t'aider. M'aider? J'ai ri, un rire sec, sans joie. Vous appelez ça « m'aider » ? M'humilier devant toute la famille ? Et toi, papa, dis-je en le regardant, tu appelles ça « m'aider » en me volant 10 000 euros ? Le visage de mon père est devenu pourpre. Le sourire de Béatrice a disparu. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Comment oses-tu ? A commencé mon père, levant la main. Je n'ai pas reculé. Comment osez-vous ? Vous avez vidé mon compte en banque. Vous m'avez laissé sans rien. Cet argent m'appartenait, a-t-il rugi. C'était un don. C'était à moi. Tant que tu vivras sous mon influence, ce qui est à toi est à moi. La dispute était si forte que la porte de l'appartement d'en face s'est ouverte. C'était Margot, ma voisine. Elle m'a regardé, puis a regardé mon père, dont le poing était toujours levé. Tout va bien, Léonie, sa voix était calme, mais ferme. La présence d'un témoin a fait des miracles. Mon père déteste les scènes en public. Il a baissé la main, a rajusté sa veste. Il a baissé la voix, mais sa fureur était palpable. C'est une affaire de famille, a-t-il grogné à Margot. Puis, il s'est tourné vers moi. Son visage était terrifiant. Très bien. Tu veux l'indépendance ? Tu l'auras. L'indépendance totale. Il a sorti son portefeuille, a pris la carte de crédit d'urgence de la société qu'il m'avait donnée, et que je n'avais jamais utilisée, et l'a rangée. Plus de filets de sécurité. Plus rien. Tu es seul. Si c'est le prix de ma liberté, je l'accepte, ai-je répondu, ma voix tremblante mais déterminée. Béatrice secouait la tête. Tu es tellement dramatique. Tu reviendras en rampant dans une semaine. On revient demain, a dit mon père. Sa voix était menaçante. Et tu as intérêt à être raisonnable. Ils sont partis. Ils ont descendu les escaliers, leur colère résonnant dans la cage d'escalier. J'étais en sueur. Je tremblais.
Margot m'a attrapé par le bras. Viens chez moi. Tout de suite. Chez elle, elle m'a fait un thé que mes mains tremblantes pouvaient à peine tenir. Écoute-moi, Léonie. Ce n'est plus un drame familial. C'est du harcèlement. C'est de l'abus financier. Il t'a menacé. Il a levé la main sur toi. Tu dois agir. Légalement. Agir comment? Porteur plainte contre mon père? L'idée même me donnait la nausée. Non, pas encore. Mais tu dois créer un dossier. Demain matin, à la première heure. Tu vas au commissariat. Tu ne portes pas plainte, c'est trop long et tu n'es peut-être pas prête. Tu déposes une main courante. Une main courante? Oui. C'est une déclaration officielle. Tu racontes tout. L'argent volé, les visites non désirées, la scène d'aujourd'hui, les entrepreneurs, la menace de revenir demain. Tu demandes une trace écrite. C'est crucial. Si jamais ça dégénère, tu auras un dossier. Tu auras une preuve que le harcèlement a commencé avant. Ce soir-là, j'ai fait exactement ça. Je suis allée au commissariat de la Croix-Rousse. J'ai tout raconté à un policier fatigué, qui a tout noté. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de respect. Je suis rentrée chez moi avec un petit bout de papier bleu. Un récépissé de dépôt de main courante. Je me suis couchée en serrant ce papier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois que j'officialisais ma souffrance. Je ne savais pas que j'allais en avoir besoin vitalement, seulement quelques heures plus tard. 6h15, le bruit était si fort cette fois que j'ai cru que l'immeuble s'effondrait. Ce n'était plus des coups de poing. C'étaient des coups sourds, puissants, qui faisaient vibrer les murs. Et les voix. Léonie. Ouvre cette porte. Immédiatement. C'était mon père. Il ne criait pas, il rugissait. Léonie, chérie, maman est inquiète. Ouvre-nous. C'était ma mère, utilisant sa voix de fausse victime, assez fort pour que tous les voisins entendent sa sollicitude. Je me suis levée d'un bond, le cœur à 200 pulsations par minute. J'ai couru au Judas. Ils étaient là. Tous les trois. En tenue de combat. Mon père, le visage congestionné. Ma mère, l'air faussement éploré. Et Béatrice, les bras croisés, l'air exaspéré. Je ne vous ouvrirai pas. Partez, ai-je crié à travers la porte. Vous n'avez pas le droit. Léonie, on ne partira pas, a crié ma mère. On s'inquiète pour ta santé mentale. Tu n'es plus toi-même depuis des semaines. Tu vois un thérapeute, tu as changé ta serrure, tu nous as humiliés hier. Tu es malade. On veut juste vérifier que tu vas bien. La tactique de la folle. Classique. Ils voulaient me faire passer pour folle pour justifier leur intrusion. Je vais très bien, ai-je répondu. Mon thérapeute, le docteur Ferraud, vous le confirmera. C'est vous qui avez un problème. Il y a eu un silence. Le mot « thérapeute » les a choqués. Puis j'ai entendu mon père. Sa voix était glaciale. Un thérapeute. Elle se fait monter la tête par un charlatan. C'est ridicule. Odette, Béatrice, reculez-vous. Je m'en occupe. Papa, non. A commencé Béatrice, sa voix soudain moins assurée. Elle était d'accord pour l'humiliation psychologique, mais elle commençait à avoir peur des conséquences. Reculez. J'ai entendu le son d'un sac de sport qu'on ouvre. Le son d'outils qui s'entrechoquent. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai composé le 17. Police secours, j'écoute. J'ai chuchoté aussi vite que je le pouvais. Mon nom est Léonie, non. Je suis la adresse. Ma famille essaie de défoncer ma porte en ce moment même. Mon père a des outils. Ils sont violents. J'ai déposé une main courante contre eux hier au commissariat de la Croix-Rousse pour harcèlement. Le mot « main courante » a tout changé. L'opérateur est devenu très sérieux. Ne quittez pas, madame. Une patrouille est en route. Est-ce qu'ils sont armés? Mon père a des outils. Je crois. Au même moment, j'ai entendu la voix de Béatrice à travers la porte. Léonie,
Ouvre. Papa est furieux. Tu ne fais qu'empirer les choses. Arrête tes caprices d'enfant. Et puis, le rugissement de mon père, plus fort que tout, défonçait la porte. C'est l'appartement de notre fille. On a le droit d'entrer. Et puis, le son. Screech. Un son métallique horrible. Le son du métal qui mord le bois de mon chambranle. Mon cœur a cessé de battre. Il le faisait. Il était en train d'utiliser un pied de biche. L'opératrice au téléphone a dit, « Madame, ils sont entrés ?» Non, il essaie de forcer la serrure. Il utilise un pied de biche. La patrouille est à 2 minutes. Tenez bon, madame. Je savais que je ne pouvais pas attendre. La police n'arriverait peut-être pas à temps. La serrure commençait à céder. J'ai respiré un grand coup. J'ai attrapé le petit papier bleu sur ma commode. J'ai mis mon téléphone en mode enregistrement vidéo. J'ai pris les 2 choses dans mes mains. Il était temps. Screech. Un autre coup, plus fort. Le bois autour de la serrure a commencé à craquer. J'ai entendu ma mère glousser nerveusement, « Armand, doucement. » J'ai attendu qu'il reprenne son élan. J'ai entendu son souffle, un grognement d'effort. Et à cet instant précis, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte d'un coup sec. La scène était surréaliste. Comme un tableau figé dans le temps. Mon père, Armand, a été projeté en avant par son propre élan, le pied de biche rouge toujours serré dans sa main. Il a trébuché, manquant de tomber dans mon entrée. Béatrice a poussé un cri de surprise aiguë. Ma mère, Odette, a porté les mains à sa bouche, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Pendant 1 seconde, personne n'a bougé. Ils me fixaient, abasourdis. Puis leurs regards ont glissé. Ils ont quitté mes yeux pour se poser sur mes mains. Dans ma main gauche, mon téléphone, avec la petite lumière rouge de l'enregistrement bien visible, pointé droit sur eux. Dans ma main droite, le petit papier bleu. Le récépissé de dépôt de main courante du commissariat de police. Ce n'est pas mon téléphone qui les a fait réagir. C'est le papier de la police. Ma mère est devenue blanche comme un linge. Elle a hurlé. Un vrai cri d'horreur. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as appelé la police ? » « Je protège mon domicile, ai-je dit. » Ma voix était étonnamment calme. Froide. J'ai levé le papier bleu. Ceci est le reçu de la main courante que j'ai déposé hier au commissariat, pour harcèlement, menaces et abus financiers. J'ai levé le téléphone. Et ceci est la preuve vidéo de votre tentative d'effraction avec un pied de biche, en violation totale de l'avertissement d'hier. La police est en route. Mon père, réalisant ce qui se passait, réalisant qu'il était pris au piège, est devenu fou de rage. « Donne-moi ça !» Il s'est jeté sur moi pour attraper le téléphone. Mais il était trop tard. L'ascenseur au bout du couloir a fait « ding ». Les portes se sont ouvertes. 2 policiers en uniforme en sont sortis, matraque à la main. Ils avaient dû entendre les cris en arrivant. Ils ont vu la scène en une fraction de seconde, un homme, l'air furieux, un pied de biche à la main, se jetant sur une femme qui tient un téléphone. « Police !»« Ne bougez pas !» a crié l'un d'eux. Mon père s'est figé. Le pied de biche est tombé de sa main dans un bruit sourd. « Monsieur l'agent, c'est un malentendu ?» a commencé mon père, essayant de retrouver son calme de PDG, sa voix suintant la fausse assurance. Je me suis avancé. « Monsieur l'agent, voici mon père, Armand, non. Il tente de forcer ma porte. Voici le récépissé de la plainte pour harcèlement que j'ai déposé contre lui hier soir. Et voici la vidéo de ce qui vient de se passer. » Le visage du policier s'est durci. Il a regardé mon père, puis le pied de biche au sol. « Monsieur, veuillez poser vos mains sur votre tête. » Lentement. « Mais c'est ma fille, » a-t-il protesté. « C'est une tentative d'effraction avec arme par destination, monsieur. » Vos mains. Ma mère s'est effondrée en larmes. Béatrice, dis-leur. Dis-leur qu'on s'inquiétait. Béatrice était muette, blanche comme un linge, terrifiée. Alors qu'il les emmenait tous les 3 vers l'ascenseur, ma mère s'est retournée vers moi, son visage déformé par les larmes et la haine. « Comment peux-tu nous faire ça ?
À ta propre famille? J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. J'ai tenu bon. Non, maman. La question c'est, comment avez-vous pu me faire ça? Je ne fais que me protéger. De vous. J'ai fermé la porte sur leur visage décomposé. Je me suis appuyée contre le bois. Mes jambes ont lâché. Je me suis laissé glisser jusqu'au sol, tremblant de tous mes membres. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. La bataille était terminée. La guerre froide, elle, ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard juridique et émotionnel. Suite à l'incident, à la vidéo accablante et à la main courante de la veille, le commissariat a pris l'affaire très au sérieux. Mon père a reçu un rappel à la loi sévère pour tentative de violation de domicile. J'ai immédiatement contacté l'avocat du centre d'aide juridique que Margot m'avait recommandé. Avec la vidéo, la main courante, et les preuves du vol des 10 000 €, j'ai demandé une ordonnance de protection. Le juge me l'a accordée. C'était officiel, il n'avait plus le droit de m'approcher à moins de 300 mètres, ni de me contacter, ni de contacter mon lieu de travail. Il ne pouvait plus m'atteindre, directement. Alors ils ont fait ce qu'ils font de mieux, ils ont utilisé leurs armes psychologiques. Ils ont armé le reste de la famille. La campagne de diffamation a commencé. Ma tante Sabine m'a appelé. Léonie, ta mère est détruite. Elle ne mange plus. Elle est en dépression à cause de toi. Comment peux-tu être si cruel? Et ton père, tu as ruiné sa réputation. Tu es une ingrate. Mes cousins m'ont envoyé des messages. On dit que tu as pété les plombs. Que tu es instable. Léonie, t'abuses, ceste la famille. Il racontait à tout le monde que j'avais de graves problèmes de santé mentale, et que j'étais manipulée par un thérapeute charlatan qui voulait mon argent. C'était ironique, venant de ceux qui m'avaient volé le mien. Légalement, ils ne pouvaient rien faire. La vidéo du pied de biche était irréfutable. Alors ils ont décidé de s'en prendre à la seule chose qui commençait à aller bien dans ma vie. La seule chose fragile et nouvelle. Quelques mois plus tôt, j'avais rencontré quelqu'un. Rémi. Un homme doux, gentil, un graphiste qui comprenait mon amour pour l'art. Il était tout ce que ma famille détestait, pas riche, pas puissant, juste bon. J'avais peur. J'avais tellement peur qu'ils le trouvent. Et ils l'ont trouvé. Un soir, Rémi est venu chez moi. Il avait l'air troublé. Léonie, a-t-il dit doucement. Je crois qu'il faut qu'on parle. J'ai reçu un appel, de ta mère. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle m'a appelé à mon travail. Elle a trouvé le numéro de mon studio. Elle pleurait. Elle m'a dit que tu étais instable. Que tu avais de graves problèmes psychologiques, que tu étais dangereuse, et que je devais fuir pour ma propre sécurité avant que tu ne me détruises aussi. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ils avaient violé l'ordonnance de protection en parlant de moi à un tiers pour me nuire. Et ce n'est pas tout, a-t-il dit. Il m'a montré son téléphone. Un email. De ma sœur. Béatrice. Cher Rémi, juste un petit conseil amical. Je suis la sœur de Léonie. Je la connais. Elle a toujours eu désespérément besoin d'attention. Elle est très changeante, émotionnellement. Je vous préviens juste, en toute amitié, faites attention. Elle a tendance à mentir et à manipuler les gens pour obtenir ce qu'elle veut. J'ai éclaté en sanglots. Des sanglots de rage et de désespoir. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. Cette peur viscérale que j'avais toujours eue. Ils ne me laisseront jamais tranquille, ai-je sangloté. Ils détruiront tout ce qui est bon dans ma vie. Toujours. Ils veulent me voir seule et misérable. J'attendais qu'ils me disent que c'était trop pour lui. Que c'était trop de drame. Qu'il parte. Mais Rémi m'a prise dans ses bras. Il m'a serré fort, laissant ma tête s'enfouir dans son épaule. Ils ne me détruiront pas, moi, a-t-il murmuré. Et ils ne te détruiront pas, toi. Il a attendu que mes sanglots se calment. Puis il m'a regardé. Léonie, ils viennent juste de me prouver à quel point tu es incroyablement forte de t'en être sortie. Je ne vais nulle part.
À ce moment-là, j'ai compris. J'avais gagné. Non pas contre eux. Mais pour moi. J'avais trouvé quelqu'un qui me voyait, moi, et non l'image qu'il projetait. La bataille était terminée. La guérison pouvait commencer. 18 mois ont passé depuis ce matin-là. Je vis toujours dans mon appartement de la Croix-Rousse. Mais il n'est plus vide. Il n'est plus froid. Mes toiles sont partout sur les murs. Des grandes, des colorées. Elles ont remplacé les fantômes. Il y a des plantes qui poussent près des grandes fenêtres. Il y a des étagères pleines de livres d'art et de romans. L'odeur de la peinture à l'huile et du café frais a remplacé le parfum de ma mère. C'est un sanctuaire. Mon sanctuaire. L'ordonnance de protection est toujours en place. Elle a été rendue permanente après une audience où mon avocate a présenté la vidéo et l'email de Béatrice à Rémi. Le juge a été très clair. Ils ont le droit de m'envoyer des emails, c'est tout. Je contrôle quand je lis, et si je réponds. Ma mère envoie des messages larmoyants pour mon anniversaire et à Noël. Tu manques à ta vieille mère. J'espère que tu nous pardonneras un jour. Des tentatives de manipulation que je vois clairement maintenant. Je les lis, et je les supprime. Béatrice n'a jamais recontacté. Sa seule communication a été une carte de Noël l'année dernière, une photo de ses enfants parfaits, avec un mot manuscrit, « Nous prions pour que tu retrouves la raison et le chemin de la famille ». Je l'ai jeté sans répondre. Le silence de ma sœur est presque plus bruyant que les cris de ma mère. Mon père ne m'a plus jamais adressé la parole. J'ai entendu dire qu'il avait dit à la famille que j'étais « morte » pour lui. C'est une façon de voir les choses. L'ancienne Léonie, sa marionnette, est morte ce matin-là. J'ai quitté l'entreprise familiale, évidemment. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné en travaillant 18 heures par jour pour lancer ma propre petite affaire, en freelance. Je fais du marketing digital et du graphisme pour des artisans et des petits artistes de la Croix-Rousse. Je ne gagne pas des milliers d'euros comme mon père, je ne suis pas riche. Mais chaque centime, c'est le mien. Je l'ai gagné avec mon talent. Ma passion. Mon hobby. Rémi et moi vivons ensemble. Il a emménagé il y a 6 mois. Il m'encourage, il respecte mon espace, et il n'a jamais, jamais, essayé de me sauver. Il m'aime. Margot, ma voisine, est devenue l'une de mes meilleures amies. On dîne ensemble une fois par semaine. C'est ma famille de cœur. Je vois toujours le docteur Ferraud, mais moins souvent. Nous ne parlons plus de crise. Nous parlons de l'avenir. Nous parlons de la culpabilité. Il y a des jours, bien sûr. Des jours où je reçois un email de ma mère et où je ressens cette vieille pointe de culpabilité. Des jours où je me demande si j'aurais pu faire autrement. Mais maintenant, je sais reconnaître cette voix. Ce ne cesse pas la mienne. C'est celle de ma mère, c'est celle de mon père, internalisée. C'est la culpabilité qu'ils ont projetée sur moi pendant 30 ans pour mieux me contrôler. Ce n'est pas ma culpabilité. C'est la leur. Ce matin-là, il y a 18 mois, quand j'ai ouvert la porte, ce qu'ils ont vu dans mes mains n'était pas seulement un téléphone et un bout de papier. C'était ma colonne vertébrale. C'était ma voix. C'était la preuve de ma libération. Leur horreur, ce n'était pas la police. C'était la réalisation soudaine, brutale, qu'ils avaient, enfin, définitivement, perdu le contrôle. Mon histoire est terminée, mais je sais que je ne suis pas seule. Avez-vous déjà dû établir des limites aussi difficiles avec des personnes que vous aimiez? Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre santé mentale? Avez-vous déjà dû faire face à un abus financier ou à une manipulation émotionnelle de la part de vos proches? Comment avez-vous navigué sur ce terrain incroyablement difficile? Racontez-moi vos histoires, vos prises de conscience, dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut aider tellement d'autres personnes qui se sentent piégées en ce moment même. Si mon parcours a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans mes peurs ou dans ma colère, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » sur cette vidéo, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de résilience et de reconstruction. Merci infiniment de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, votre besoin de respect, votre besoin d'avoir vos propres limites, est valide. Il est essentiel. Même si,
Et surtout si, les gens qui prétendent vous aimer le plus sont ceux qui ne le comprennent pas.